Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi ce vendredi de la conférence internationale sur le Sahara au Sénégal. Société civile, autorités traditionnelles mais aussi leaders politiques y sont présents. L'enjeu de cet événement, promouvoir le dialogue entre le Maroc et le peuple sahraoui. Le développement de l'intelligence artificielle, un sujet majeur pour le continent à l'heure de la révolution numérique. La nécessité d'une réglementation s'impose pour l'Afrique qui dispose d'atouts pour devenir leader dans ce domaine. Et puis le portrait d'Afiavi Honorine Tossa au Bénin. Passionnée par l'artisanat, elle a créé le centre de formation et de perfectionnement d'Orcas, centre qui œuvre aussi en faveur de l'autonomisation des femmes. Au Sénégal, la deuxième conférence pour le dialogue et la paix au Sahara s'est ouverte ce vendredi 27 octobre. Un événement organisé par le mouvement Sahraoui pour la paix et le Centre africain d'intelligence stratégique pour la paix. Plusieurs personnalités sont présentes à cet événement, dont l'ancien président du Burundi, Domitien Daïzeye. Le point avec notre envoyé spécial à Dakar, Samantha Sabirou-Sabobanga. Après une première édition à Las Palmas, aux îles Canaries, Dakar, la capitale sénégalaise, accueille du vendredi 27 au samedi 28 octobre 2023 la deuxième conférence pour la paix et la sécurité dans le Sahara. Cette édition réunit plusieurs personnalités, dont l'ancien président burundais, des chercheurs internationaux, la société civile, mais aussi des notables tribus sahraouis. Objectif de cette rencontre est de proposer une solution négociée et de promouvoir le dialogue entre le Maroc et le peuple sahraoui. Dans un avenir proche, nous espérons pouvoir conjuguer vos efforts aux nôtres dans ce sens. Partager les expériences de chacun pour faciliter les protagonistes de la crise au premier chef d'opérer des options plus utiles et plus satisfaisantes pour leur population. Cette deuxième conférence, nous nous adressons à partir de Dakar à la communauté internationale et surtout aux Africains pour faire connaître notre projet de paix et ce que nous cherchons pour mettre fin aux souffrances de nos populations. La conférence pour la paix et la sécurité au Sahara occidental participe aux initiatives pour une solution politique définitive dans cette région. Cette conférence rejoint d'autres propositions comme le plan du Maroc pour l'autonomie du Sahara, soutenu par la majorité des États africains et d'autres pays comme les États-Unis, la France et même l'Espagne qui administraient le Sahara entre 1884 et 1976. Ici, Samantha Sabirou-Sabobanga, envoyée spéciale d'Africa 24 au CICES à Dakar. À l'heure de la révolution numérique, le développement de l'intelligence artificielle s'est accéléré ces dernières années. Un sujet synonyme d'opportunité pour le continent et qui était aussi au cœur des échanges lors de la 7e édition du Future Investment Initiative tenue à Riyad en Arabie Saoudite. Mais qui dit développement de l'IA dit aussi nécessité d'une réglementation. Plus de précisions dans ce reportage de Ruth Mussy, commenté par Catherine Gombe. Alors que les technologies émergentes continuent de fasciner divers secteurs, les gouvernements et les organisations en Afrique reconnaissent la nécessité de bâtir la confiance dans les technologies d'intelligence artificielle au sein de leur communauté. Un exemple concret en est l'établissement de cadres réglementaires et de lignes directrices visant à garantir une utilisation responsable et l'éthique de l'IA. Tel est l'avis de la ministre des TIC et de l'Innovation du Rwanda, Paula Ingabire. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, le plus grand risque que nous allons voir à court ou à long terme est la diminution de la confiance envers l'intelligence artificielle et les autres technologies émergentes, mais aussi la combinaison de ces technologies qui vont façonner le monde. Et les gouvernements ont l'opportunité de renforcer cette confiance en mettant en place les blocs permettant cela, tels que les réglementations, les normes, les lignes directrices, la capacité de tester et la capacité de vérifier comment déployer certaines de ces solutions. Il ne s'agit donc pas de savoir si nous pouvons le faire, mais plutôt de savoir à quelle vitesse devrions-nous le faire pour garantir que nous créons également un environnement propice à cela.
Pour la ministre rwandaise Paula Ingabire, en prenant conscience de l'impact potentiel de l'IA et en l'alignant sur les valeurs humaines, il est possible d'atténuer les risques, répondre aux craintes et exploiter le véritable potentiel de ces technologies pour le bien de la société. Je ne fais pas confiance aux modèles de l'intelligence artificielle actuellement en cours de construction, mais je crois aussi qu'il est possible de construire des modèles d'intelligence artificielle qui sont vraiment alignés sur les valeurs humaines. C'est là que se pose la question d'être intentionnel dans la façon dont nous concevons, déployons et développons certains de ces modèles d'intelligence artificielle et ce qu'ils viennent faire. Sans ce niveau de conscience et d'intentionnalité, il est très facile de construire le genre de modèle que nous voyons aujourd'hui, qui alimente en réalité les risques et la peur que nous continuons de voir à l'échelle mondiale. En favorisant la transparence, la responsabilité et l'inclusion dans le développement et le déploiement de solutions d'intelligence artificielle, les États africains peuvent construire la confiance et exploiter pleinement le potentiel de l'IA pour leur société. Direction à présent Brazzaville qui abrite le sommet des 3 bassins, un événement où le potentiel du marché carbone en Afrique a notamment été mis en avant. L'année dernière, l'initiative africaine du marché carbone avait été lancée lors de la COP27, une initiative qui vise à produire d'ici 2030 300 millions de crédits carbone et rapporter au continent d'importants bénéfices. Reportage de notre envoyé spécial Séverin Douqueux. Le bassin du Congo a la capacité de stocker plus de 1,5 gigatonnes de carbone. Ces tourbières stockent à elles seules plus de 31 milliards de gigatonnes de CO2. Des chiffres qui témoignent du potentiel du bassin du Congo dans la lutte en faveur de la préservation du climat et qui lui concèdent un potentiel énorme en termes de marché carbone, à condition que ce marché soit régulé. Les dirigeants appellent à la structuration de ce marché comme alternative au financement des programmes en faveur du climat et de la biodiversité. Même lorsqu'on parle de transition énergétique, il faut la financer, bien sûr. On parle d'énergie renouvelable, il faut les financer, bien sûr. Il faut absolument apporter des alternatives à ceux qui vivent de la forêt et qui se retrouvent sans ressources si on ne peut plus toucher à la forêt. Et si le crédit carbone doit jouer un rôle important, alors mettons en place des instituts, mettons en place des structures qui vont, sous un délai très précis, emmener une solution à l'organisation, à la structuration et à l'opérationnalisation de ce marché du carbone. Le marché carbone est une manne économique importante. Réguler le marché carbone pourrait permettre aux pays africains de stimuler le développement économique autant que le financement des efforts pour la préservation de l'environnement et du climat, entendu que la croissance économique, le chômage et les inégalités sont des obstacles à la capacité de continuer à conserver les forêts. Selon les études de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en évaluant chaque tonne de CO2 séquestrée à environ $120 la tonne, cela pourrait générer 82 milliards de dollars annuellement. Le marché carbone, c'est notre nouvelle mine verte. Et nous connaissons quelle est la valeur de nos forêts. Nous connaissons le rôle que ces forêts font au niveau mondial. Nous ne pouvons pas perdre ce train de marché carbone comme on a perdu avec les mines. Donc nous devons absolument nous y mettre. Nous avons des experts en Afrique qui doivent eux-mêmes commencer à travailler sur le standard africain, sur le standard de bassin du Congo pour le marché carbone. Et c'est comme ça que nous irons beaucoup plus loin. Et nous allons avoir l'impact et peser sur le pays du Nord. Pour les experts et autres dirigeants présents à ce sommet sur les 3 bassins, il est urgent de passer des discours aux actes après les échecs des promesses de financement des efforts africains en faveur de la promotion de la biodiversité et du climat. En 2009, les pays développés s'étaient engagés à verser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres à s'adapter aux impacts des changements climatiques et à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Une promesse non tenue. À cela, il faut ajouter les 10 millions d'euros annoncés par le président Macron lors du One Forest Summit au Gabon en juin 2023. Dans l'actualité également, 747,4 milliards de naira, soit 930 millions de dollars. C'est le montant du bénéfice net engrangé par Dangote Cement Nigeria au cours des 9 premiers mois de 2023. Sur cette même période, les ventes sont évaluées à 933 milliards de naira, un chiffre d'affaires bien plus important que celui enregistré en 2022 et qui s'élevait à 891 milliards de naira. Outre l'augmentation des ventes, c'est aussi les gains de change qui ont permis à la filiale nigériane de réaliser ce bénéfice net. Le Burkina Faso bénéficie d'un nouvel appui financier de la Banque mondiale. Les 2 parties ont signé ce 26 octobre un accord de prêt chiffré à plus de 163 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui financera 2 projets de développement, dont un relatif à la mobilité urbaine. Les précisions de Gladys Mamba.
163 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement octroyé au Burkina Faso par la Banque mondiale pour la réalisation de 2 projets. La signature de cet accord de financement a eu lieu le 26 octobre à Ouagadougou. Le premier prêt concerne le projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires, PMDUVS. Il est financé à hauteur de 118 milliards de francs CFA, soit 181 millions d'euros. C'est un projet qui consiste à faciliter la mobilité urbaine dans des villes pilotes qui ont été identifiées. Il s'agit de Bobo-Dioulasso, de Waïgouya et de Kaya. Alors la mise en œuvre de ce projet va permettre d'améliorer la mobilité urbaine au niveau de ces villes parce que en tant que département en charge de ces questions, nous mesurons avec acuité les problèmes qui se posent en matière de mobilité urbaine. Et je pense que ce projet viendra apporter une réponse efficace à cette problématique-là. Le second prêt, d'un coût de 44 milliards de francs CFA, soit 68 millions d'euros, se concentre sur le projet régional d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques plus, Suède plus. Il vise à améliorer les conditions des filles et des femmes qui représentent 51,7% de la population burkinabé. Il s'étend sur une période de 5 ans. Aussi, l'égalité des sexes est quelque chose qui est central à la Banque mondiale. Et le projet Suède essaye de soutenir le Burkina Faso dans ses efforts, de soutenir les filles et les femmes à travers un meilleur accès à l'éducation, aux services de santé et opportunités économiques. Ce nouvel accord de prêt entre dans le cadre de la nouvelle feuille de route redéfinie avec les autorités de transition burkinabé, dirigée depuis octobre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré. Il vient s'ajouter à un financement octroyé 5 mois plus tôt. En mai 2023, le Burkina Faso a bénéficié d'un accord de prêt de 276 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale pour améliorer l'entrepreneuriat, l'élevage de bétail et la fourniture de services de base. Nous partons à présent au Bénin à la rencontre de Afiavi Honorine Tossa. Passionnée par l'artisanat, elle s'est notamment spécialisée dans l'art du macramé, une passion qui l'a amenée à créer dans les années 1990 le centre de formation et de perfectionnement d'Orcas. En plus de former les femmes dans le domaine du textile, le centre favorise aussi leur autonomisation. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Connue dans le domaine du textile pour la fabrication des sacs macramés, Afiavi Honorine Tossa a commencé ce métier lors des activités coopératives à l'école en 1989. Fort de ses 30 années d'expérience à travers le secteur du textile, elle s'est investie dans l'art du macramé et a formé de nombreuses femmes qui gagnent leur vie grâce à la fabrication d'objets d'artisanat. En dehors de la fabrication des sacs macramés, Tossa, Afiavi Honorine et ses pairs confectionnent plusieurs objets artisanaux en macramé, des pagnes tissées et des tenues locales qu'elle expose dans son centre et atelier. Militante pour la protection de l'environnement, elle a créé sa marque de produits dénommée Afisac. Il s'agit des modèles de sacs anti-pollution, de lit picot, de pots de fleurs réalisés à base du fil coton et fil en raffia. J'ai eu à quand même faire des recherches pour trouver des fils en coton où aujourd'hui je peux fabriquer des sacs d'ordinateur comme vous le voyez ici déjà. Et ces sacs sont très confortables. Et nous pouvons dire que c'est des sacs biodégradables. Le centre d'Orcas œuvre pour l'autonomisation de la femme africaine, notamment béninoise. Chaque vendredi, Afiavi Honorine Tossa tient une réunion avec les membres de son association. Parmi elles figure Junie Azondekon, jeune bachelière et diplômée en macramé. Elle a intégré le centre d'Orcas lorsqu'elle s'apprêtait à passer la 4e fois le baccalauréat. Grâce à sa persévérance, elle a décroché son baccalauréat et le diplôme en macramé la même année. J'ai commencé ce travail en septembre. J'ai commencé aussi la rentrée de la 4e terminale là, en septembre. Ça veut dire que j'ai combiné les études et l'apprentissage du sac. Et j'ai fait ça jusqu'à la fin. Et c'est cette année-là que j'ai eu le bac. Et j'ai eu le bac. En même temps, j'ai eu encore le diplôme de la macramé. A noter que Afiavi Honorine Tossa, présidente de l'Association des artisans en macramé de Lomé, recommande la production et la disponibilité des matières premières
qui entrent dans la fabrication des innovations et d'objets artisanaux en macramé. Une exhortation qui va impacter le coût de production et d'achat des produits artisanaux, booster la consommation locale et favoriser la création d'emplois. C'est un combat de boxe qui s'annonce explosif. Ce samedi, le champion camerounais de MMA, Francis Ngannou, affronte le géant britannique Tyson Fury. Un face-à-face très attendu, prévu à Riyad en Arabie Saoudite. Reportage de notre correspondante Joël Ballot. Je sais que je veux faire de la boxe anglaise. Peut-être là, il me faut trouver un combat à venir, peut-être cette année. Une date, le 28 octobre 2023. Un événement, le combat de boxe entre le Camerounais Francis Ngannou, ancien champion du monde des poids lourds de l'UFC, face au Britannique Tyson Fury, champion du monde des poids lourds en boxe anglaise. Francis Ngannou est connu pour ses KO surpuissants, ses coups étant l'équivalent de 96 chevaux de puissance. Au Cameroun, Ngannou est considéré comme une véritable force de la nature. En soutien au grand champion qu'il est, parents comme enfants multiplient les messages d'encouragement à son endroit avant le grand défi du 28 octobre. Cet échange entre Tyson Fury et moi, ça fait plus de 2 ans qu'on essaie de se chauffer un peu sur les réseaux sociaux et je pense que là, je suis libre. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, Francis Ngannou a avoué réaliser son rêve de performer en boxe anglaise en s'engageant dans la Ligue américaine d'arts martiaux mixtes. Au soir de son combat contre Tyson Fury, des Predators qui s'est imposé dans le MMA à travers des uppercuts augmentera peut-être sa renommée. Aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai été toujours passionné des arts martiaux mixtes, de tout ce qui était combat et même des films. Donc j'ai poursuivi ce rêve et bien entendu, je n'avais aucune garantie, surtout que j'étais au Cameroun. Donc je ne savais pas que ça pouvait aboutir, mais il était juste question pour moi de faire le maximum. J'ai loin de moi la culpabilité et que je n'ai pas à regretter un jour dans ma vie de ne pas avoir essayé. Ngannou s'est rapidement établi comme l'un des hommes les plus forts de la planète, avec la capacité de mettre un terme à tous ses combats d'un seul coup. Raison pour laquelle il ne s'éternise pas dans l'octogone de combat. Sur ses 5 dernières victoires avant celle contre Cyril Gane en janvier 2022, des Predators n'avaient vaincu avant le premier round qu'à une seule reprise. C'était face à Stipe Miocic en 2021 lors du combat pour la ceinture mondiale. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.